Mais Sacha Zoya, j'ai des temps à lui qu'il a fait sur certaines perfs, j'ai son classement, Pourquoi ? Parce qu'il le partage partout. Donc, quand je parlais avec Amaz, il y avait des trucs où je lui disais, mec, ça, là, ce que tu es en train de me dire là, mais il y a plein de gens qui ont envie de le savoir et tu ne partages pas. Et c'est cool. Et tout le monde a le droit de parler de ce qu'il vit et comme il le vit. Attention par contre de pas s'inventer des vies, ça c'est une autre chose. Dès que des gens m'en parlent, ils me disent par exemple Pogacar il est dopé, Vingegaard il est dopé, etc. On me sort des informations comme ça. Aujourd'hui, si tu racontes ton histoire correctement et que c'est intéressant et que les gens ils s'y attachent et que tu fais passer des messages, bah en fait les marques elles vont être intéressées. Écoutez, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui nous regarderont sur YouTube. Donc aujourd'hui on a Joris, voilà c'est son podcast à lui et Caroline que je vais présenter un peu plus tard. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est souvent négligé dans le sport, les mots. Pas la performance brute, pas les chronos, mais la manière de raconter ce qu'on vit. Et pour ça on reçoit Caroline Laurent. Comment est-ce que vous allez ? Comment ça va Caro ? Ça va trop bien, merci. Hein. Je suis hyper contente. J'ai vu en plus les extraits du premier épisode. C'est très cool. J'ai hâte qu'on parle un peu de tout ça, quoi. Moi ça va, hein, très heureux de faire cet épisode, que ça continue. On avait fait le premier en test un peu et on a vu que ça avait quand même eu des bons retours. Donc heureux que ça continue et que ça se perpétue. Et heureux que Amazir ait le lead pour cet épisode. Ouais, puis pour ça, je me suis rapproché de toi. On n'est plus à 12 heures d'écart. Donc voilà, déjà, c'est pas mal sur ça. Bon, ok. Caro, pour te présenter un petit peu, donc tu travailles dans une maison de disques, tu crées du contenu sur les réseaux pour la communauté queer et sur le sport. Ton but, c'est de partager ton expérience autour de la redécouverte du sport après ta perte de poids. Occasionnellement, tu cours des 10 km et cet été, tu as fini ton premier triathlon M. Donc voilà, félicitations pour ça. Merci. Avant qu'on entre dans ta zone de génie qui est le storytelling, on voudrait ton point de vue d'athlète amateur sur les Ehens Games. On a parlé de ça il y a 2 épisodes dans le podcast et on voudrait ton avis. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu as besoin qu'on t'apporte un peu plus d'infos dessus, n'hésite pas. Alors de ce que j'ai vu, moi je suis les compétitions de professionnels depuis pas très très longtemps. En vrai, ma vision, ça a été souvent les JO, surtout sur l'athlé par exemple, ou même sur la natation. Ça a été souvent, enfin j'ai regardé la natation quasiment qu'aux JO finalement. En vrai, j'ai été hyper surprise parce qu'avec les JO 2024, vu que c'était en France, il y avait aussi ce truc où on s'est sentis tous très proches de tout le monde, on avait envie de regarder tout ce qui se passait, etc. J'ai été assez impressionnée par toutes les perfs. J'avoue que je me suis vraiment posée sur tout ce qui était aussi record, notamment par exemple à la perche avec Mondo Duplantis. Il y a eu évidemment avec Léon Marchand en natation. On a eu des Français qui ont vraiment été assez incroyables sur quasiment tous les sports et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et après, j'ai regardé d'autres interviews de sportifs qui disaient, bah voilà, la redescente, elle est un peu plus compliquée, c'est un peu plus triste. Les compètes, il y a beaucoup de compètes où c'est vraiment, enfin, il y en a qui s'entraînent vraiment, surtout pour le décathlon, par exemple, c'est une course par an, grand maximum, etc. Donc bref, je regardais tout ça et je suis tombée sur ces jeux où, de ce que j'ai compris, le but, c'est de faire des jeux où il n'y a plus aucune limite en termes de dopage, etc. C'est-à-dire que on fait entre gros guillemets, de ce que j'ai compris, un peu ce qu'on veut et on va voir où le corps est capable d'aller. En fait, je peux comprendre certains athlètes qui ont fait tout ce qu'ils avaient à faire dans le domaine, je sais pas comment on appelle le domaine qui est pas dopé, mais genre le domaine clean, on va dire. Je me dis en mode, ok, ils ont fait tout ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Ils ont plus la possibilité d'être au haut niveau ou juste ils ont fait le tour de ce qu'ils avaient envie d'aller voir. Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller tester les limites du corps qu'il y a eu? Je sais qu'en natation, avant, par exemple, on utilisait des combis qui étaient quasiment totales et ça a été enlevé parce que je crois c'était beaucoup trop rapide ou j'en sais rien. Il y a des records qui ont été battus dedans et c'était un peu compliqué. En fait, je me dis, est-ce que ça peut être intéressant pour aller voir là où le corps peut aller? Mais il y a cette notion de santé, etc. Ou est-ce que ça va pas mettre les athlètes dans des états horribles et est-ce que ça va être vraiment intéressant de voir juste des corps qui font des exploits, mais où on sait qu'il y a une triche entre gros guillemets sur les performances physiques? Je sais pas trop. Je suis un peu Et du point de vue un peu spectatrice, est-ce que ça te donnerait envie de regarder ou est-ce que tu te dirais non, de toute façon c'est un spectacle qui est fake, je veux pas y prendre part ou je veux pas donner ne serait-ce qu'une petite force?
En fait, par exemple, les exploits de Mondo Duplantis, vu qu'il bat les records quasiment à chaque grande compétition, il est à plus de 12 records, je crois, battus. C'est impressionnant. En fait, maintenant qu'il en a battu 12, est-ce que ça me fait la même sensation quand il bat? Non. Ça me fait un peu moins de sensation parce que je me dis, mais c'est incroyable quand même, hein, il faut pas. Mais bon, je connais. C'est pareil en F1, quand Max Verstappen gagnait toutes les courses, à la fin, quand je regardais une course, j'étais en mode, je sais que c'est Max Verstappen qui va gagner. Donc, du point de vue du spectacle, il y a certains sports où j'ai l'impression qu'on sait qu'il y a un vainqueur, et est-ce que on sait qu'on va pouvoir faire mieux ou quoi? Je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression que avec ces jeux, je pense qu'il va y avoir des chronos qui vont tomber. Ils seront pas homologués parce que bah, il y aura le dopage, etc. Est-ce que ça va être plus impressionnant ou pas? Ça dépendra comment c'est fait, etc., quoi. En fait, je me dis, est-ce que dans ma tête, je vais pas avoir cette pensée en mode, ok, c'est fort, mais à quel point le dopage il a aidé? Donc pour toi, ça peut redistribuer les cartes en termes de qui va gagner. Un peu, mais en fait, c'est comme, par exemple, dans le monde du cyclisme, moi, je connais vraiment pas du tout le monde du cyclisme, mais dès que des gens m'en parlent, ils me disent, par exemple, Pogacar, il est dopé, Vingegaard, il est dopé, etc. On me sort des informations comme ça, et du coup, vu que j'y connais rien, quand je regarde, j'arrive pas à ressentir des sensations quand je vois Vingegaard qui fait un col à une allure, je comprends pas parce que tout le monde me dit que c'est dopé. Moi, je me dis, mais non, c'est pas dopé, est-ce que c'est vérifié, etc. Donc, je perds un peu le truc. Et là, je me dis, si je regarde une compétition où on me dit vraiment tout le monde est dopé, si le gars, rien qu'au 100 mètres, par exemple, le record de Usain Bolt, ils arrivent à passer en dessous, est-ce que je vais être en mode, waouh, c'est hyper impressionnant, ou je vais être en mode, de toute façon, il a des boosts. Donc, bon, Ok. vous voyez ce que je veux dire? Alors que, et je fais juste un point de comparaison, mais le projet Sub 2 heures avec Eliud Kipchoge au marathon, Incroyable. je vous l'avais pas vu, mais si. Bah, en gros, le projet, il est incroyable. Il passe sous les 2 heures, mais c'est pas homologué parce que bah, il a les lièvres, parce que les ravitaux, etc. Mais d'un côté, la perf, moi, elle m'a donné énormément d'émotions parce que je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas tous les cadres du marathon, mais la perf est monstrueuse parce que bah il y avait Ouais. pas de dopage, etc. Donc, je sais pas trop. En vrai, je suis un peu Après, dubitative. il y a plusieurs points. Tout à l'heure, tu évoquais les combinaisons. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le dopage technique et matériel par rapport aux combinaisons qu'on peut utiliser. Et après, il y a le dopage qui est plus du point de vue corporel et du point de vue chimique, etc. Et le grand point, c'est de dire que ce dopage-là, il a trop de conséquences sur le corps pour que ce soit autorisé. C'est-à-dire que t'injecter de l'EPO, avoir un sang plus visqueux que du sirop, ça peut être dangereux pour la santé. Et c'est vrai. Mais la chose étant, c'est à quel point et comment on peut le mesurer, parce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi néfastes pour la santé, ne serait-ce que de boire une trop grande quantité d'eau, on peut en mourir. Donc, vient se poser des questions. Après, moi, j'ai quand même l'impression que ça va mettre quelque chose de nouveau sur la carte, ces jeux, des dopés. Ça va engendrer peut-être un peu de curiosité. Il y a beaucoup d'athlètes, plus que ce qu'on pensait, qui ont accepté d'y participer. Il y a des gens qui étaient un peu contre au début, qui étaient un peu contre au début, qui au final vont y aller. Donc je pense qu'il y aura un peu d'intérêt à savoir est-ce que ça va être vraiment créer un spectacle de fou. Peut-être que dans notre culture française, un peu moins. Peut-être que dans la culture américaine, habituée au show et un peu au fake, ça va peut-être être un carton. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton avis un peu de T'as dit un truc qui est hyper intéressant. En fait, je reviens juste 130 secondes, mais il y a le dopage matériel, comme tu as dit, et le dopage plus corporel. En vrai, si c'était que du dopage matériel, moi, je regarde la compète à 100%. C'est-à-dire que si c'est juste du matériel, des chaussures, plaques carbone hyper optimisées, la combi hyper optimisée, je regarde. Je regarde parce que il y a un truc qui est quand même intéressant, et même techniquement et scientifiquement parlant, je veux voir ce qu'on a produit. Donc ça, je regarde. Maintenant, corporellement, vu qu'il y a ces potentiels risques ou quoi, je sais pas. Je sais pas trop, et j'ai l'impression que ça va être j'ai l'impression que ça va être hyper médiatisé, etc. Donc évidemment, je vais tomber sur des trucs sur TikTok, sur Instagram et tout. Donc je vais peut-être m'y intéresser, même pour voir si on a battu des records. Mais je sais pas trop. Moi, je voudrais revenir sur un truc. Au tout départ, tu as dit les athlètes, ils vont faire ça parce que peut-être qu'ils sont allés au bout de leur projet, etc. Moi, je pense pas. Je suis tombé cette semaine sur une vidéo de Cody Miller, donc c'est un champion olympique pour l'équipe des USA en natation. Et il disait que il a rejoint l'organisation
parce qu'en fait, il veut être, je le cite, un provider pour sa famille. Parce qu'en fait, c'est des gros contrats. Genre, les mecs, ils sont vraiment payés très très cher pour faire ça. Donc moi, je pense pas que ce soit forcément la perf. Bien évidemment qu'on le market, tu vois, en mode, ah ok, il y a un demi-million de primes ou 1 million si tu bats le record du monde, etc. Moi, je pense qu'il y a peu de chances quand même qu'ils les battent parce que pour battre les records en natation, c'est quand même une énorme base de talent et puis bah, c'est du momentum, c'est ton âge, etc. Donc peut-être quelques courses, tu vois, où il faut vraiment être une pure brute comme du 50 crawl, c'est possible. Plus, je sais pas, parce que franchement, les mecs qui ont fait les records, ils sont très très forts. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, faut pas qu'on se trompe sur ça. Les Ehens Games, en fait, c'est, je pense, que du marketing pour la marque Ehens qui, en fait, vend des compléments, notamment de la testostérone, des cures de TRT. Et ça, c'est une énorme industrie. Parce que, notamment, enfin, je vais parler des hommes, hein, de ce que je connais un petit peu, passé 35 ans, globalement, les hormones redescendent. Et je pense que, par le biais du sport, c'est une façon pour eux de vraiment attaquer ce marché, cette industrie-là, et de vendre encore plus de produits et de cures, tu vois. Donc ça sera... Enfin, on pourra en parler juste après, mais d'un point de vue storytelling, tu vois, de vendre, tu vois, des compléments à des hommes en montrant des athlètes qui deviennent encore plus forts, encore plus impressionnants. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Bah, il y a un point, vous savez, dans la musculation, il y a du bodybuilding, etc. Il y a les compétitions nati et les compétitions où on sait qu'il y a du dopage. Mais il y a un point un peu précis. Alors, évidemment, dans le dopage, je ne m'y connais pas tant que ça. Mais je pense que c'est pas. Par exemple, moi, j'arrive demain en natation, je prends du dopage à mort. C'est pas pour autant que je vais à ton niveau, Amas, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a quand même le dopage, évidemment, décuple, mais il faut quand même une base où la personne, elle est bonne. Et, euh, et donc, c'est aussi le pourcentage de combien il y a d'entraînement, enfin, à combien de pourcents aide le dopage, etc. Qui, ça, serait intéressant pour les spectateurs de comprendre en fait ça. C'est oui, là, telle personne, il est en train de nager, etc. Mais ce qu'il a pris, à combien de pourcents ça aide et quelle est sa base en fait de natation. Et maintenant, en fait, je pense que le gros problème qu'il va y avoir avec ces jeux, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils appellent dopage. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir vraiment les catégories, comment ils vont faire. On parlait de mécanique, enfin de plutôt dopage mécanique et dopage intérieur, enfin, corporel, etc. Je pense que pour que les jeux ils soient compris par tout le monde, il va falloir qu'il y ait aussi des informations extérieures pour les gens qui n'y connaissent strictement rien. Parce que toi, tu es dans le milieu du sport, Amaj, je pense que tu as beaucoup plus de connaissances sur ça, etc. Mais quelqu'un comme moi qui se fait regarder les jeux, si je comprends rien de ce qu'on m'annonce, compliqué quoi. Ouais, je comprends parce que je fais le parallèle avec par exemple la synchro, c'est un sport que je respecte énormément, mais en fait je comprends même pas comment elles sont notées et pour moi tout ce qu'elles font c'est impressionnant. Donc c'est vrai que quand tu comprends pas quelque chose, c'est difficile de t'y attacher. Après c'est aussi, et je pense que la question d'Amas était dans ce sens-là, en termes d'histoire, c'est-à-dire réussir à vendre des produits et pour vendre ces Ah, produits-là, ils utilisent ce côté un peu marketing, stratégie de communication, créer un grand événement. Alors eux ils ont forcément les moyens, ils ont des moyens quand même colossaux pour créer un événement, payer des athlètes, payer même une préparation. En fait, mais tout ça, leur finalité à eux, de ce storytelling-là et de cette histoire-là, c'est d'aller vendre des produits derrière. Et en fait, c'est aussi pareil pour les sportifs. Quand nous, on veut, en tant que sportif, avoir des partenaires, avoir de l'argent pour financer une carrière, financer une saison sportive, ben, il y a forcément aussi une histoire un storytelling à raconter pour être bankable auprès des marques, pour gagner aussi en following sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est essentiel pour les sportifs de créer un peu cette stratégie de storytelling, peut-être pas au niveau des NNS Games, mais de forcément avoir ça pour être présent sur les réseaux sociaux? de fou, de fou. Il y a tellement d'exemples. Tu sais, quand je faisais ton contenu, quand je t'aidais à masse sur les contenus natation, mon feed, il était rempli de contenus natation. Il y a un mec, là, j'ai pas son blaze, mais un mec, il a 6000 abonnés. Il est en train d'essayer de monter son projet sur les réseaux parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de sponsors et de financement dans la natation. Et en plus, vu la natation qui est très peu médiatisée, il va encore en avoir plus besoin. Il y a des gars comme en trail, il y a un mec qui s'appelle Clem Kikour qui a vraiment Il retourné a fait une vidéo qui a Instagram. pété YouTube. C'est ça. Et en fait, Mm. lui, techniquement, il fait pas de perf sur l'UTMB, sur la Diagonale des Fous. Il est bon, c'est pas ce que je dis, mais il est pas dans les élites. Et pourtant, il a des sponsors, etc., déjà avec des grandes marques. Donc ça veut dire que même si t'es pas athlète professionnel,
Aujourd'hui, si tu racontes ton histoire correctement et que c'est intéressant et que les gens ils s'y attachent et que tu fais passer des messages, bah en fait, les marques elles vont être intéressées. Et là, je vois aussi Sacha Zoya en athlée qui essaye énormément de développer son TikTok et son Instagram. Bah, Sacha Zoya, moi, l'athlée, en tant que telle, je la regarde jamais. Mais Sacha Zoya, j'ai des temps à lui qu'il a fait sur certaines perfs, j'ai son classement, Pourquoi? Parce qu'il le partage partout. Donc si j'ai ces informations-là, ça veut dire que Instagram ou même le TikTok ou même les réseaux, c'est incroyable pour les athlètes aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il y a des athlètes qui, les nouveaux athlètes qu'on va voir maintenant, il y en a certains, malheureusement, qui auraient peut-être pas pu faire les carrières qu'ils vont faire s'il n'y avait pas eu les réseaux parce qu'ils vont aller chercher des financements qu'ils n'auraient pas pu avoir avant ou même juste de l'argent tout court. Et ça va être incroyable. Je pense vraiment que ça va ouvrir encore plus les portes du sport. Je pense on peut s'accorder à dire que ça devient de plus en plus essentiel et c'est vraiment ce sur quoi il faut s'atteler. Mais comment on fait en fait pour le faire? C'est quoi en fait la stratégie à mettre en place? On prend l'exemple d'un jeune sportif ou nageur, peu importe, hein, mais qui veut se mettre sur les réseaux parce qu'il sent que c'est ce qu'il doit faire. En fait, quelle stratégie il doit adapter? Moi, je pense que, enfin déjà, il faut être, je pense, un tout petit peu entouré, pas forcément de professionnels, etc. Mais il faut parler de ces projets avec les gens qu'il y a autour de nous, même la famille, genre parler avec ses parents, même avec ses potes ou quoi. Parce que en parlant de ces projets, vu que on a la tête dedans, exemple typique avec Amaz, il a la tête dedans depuis des années. Ça veut dire que des fois, il me disait des trucs qu'il voulait expliquer aux gens. Il m'en parlait, je disais, mec, personne va comprendre. Personne va comprendre parce que Ok. tous les mots que tu utilises, c'est des mots que oui, toi, ça fait 20 ans que tu les as en tête, mais personne ne sait de quoi tu vas parler, tu vois. Donc moi, je pense que c'est ça, en parlant avec des gens qui n'y connaissent pas trop dans le sport, si la personne, en fait, il faut qu'elle décide comment elle a envie d'orienter son Instagram. Est-ce qu'elle a envie de donner ses conseils, de parler de ce qu'elle va vivre, etc. Donc, c'est-à-dire montrer son quotidien, montrer le quotidien d'athlète. Est-ce qu'elle va plus avoir un côté je montre que mes perfs, je montre que ce que ça donne, etc. Avoir un truc très pro. C'est ça aussi cette décision de comment la personne elle a envie de raconter son histoire et voilà et à quel point elle a envie de rentrer dans son côté intime, etc. Puisqu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes que beaucoup d'athlètes ne partagent pas et pourtant, nous, ça nous intéresse. C'est ce que, quand je parlais avec Amaz, il y avait des trucs où je lui disais, mec, ça, là, ce que tu es en train de me dire là, mais il y a plein de gens qui ont envie de le savoir et tu ne partages pas. Et c'est con. Et il y avait des vlogs que tu faisais où quand tu étais en stage à Perpète-les-Oies et tout, pour des trucs en haute altitude ou je sais pas quoi, tu disais, mais mec, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça ta journée. Quand il documentait toute sa journée en mode, oui, je me réveille, je mange 50 grammes de riz, machin et tout. Ouais, moi, je veux voir ça. Je veux voir que tu fais une sieste à 14 heures, je veux comprendre. Quand tu me dis, même un truc qui était assez drôle, mais quand tu me disais, enfin, je lui disais, ah putain, je reviens d'une séance, mec, c'est ouf, j'ai fait 9 km de natation cette semaine. Mec, ma semaine, elle est hyper intense. Et lui, je lui demandais, tu fais combien de base? Il me dit, bah, 9, c'était le matin ou en une J'ai journée. jamais dit ça, Joris, jamais dit ça, Joris. Non, mais tu vois, genre, il y avait un truc où c'est trop intéressant, tu vois, on s'en rend pas compte, Ouais. mais tous les athlètes vivent dans des mondes que nous, on connaît pas. Partagez-nous, expliquez-nous, Ok. genre. Je vais juste apporter. Ouais. Attends, je veux Vas-y. juste apporter un peu plus de contexte pour ceux qui nous regardent. Donc en fait, pour tous ceux qui nous regardent, Caroline, en gros, je l'ai sollicité pour m'aider à bâtir mon compte Instagram. Donc sur les derniers mois, on est passé de 4000 followers en avril à 40 000, je crois, autour de octobre, quelque chose comme ça. Et Caroline a eu un rôle énorme, étant donné que elle a rédigé des contenus, elle a monté des contenus, elle a fait des contenus qui ont fait des milliers de likes. Elle m'a surtout permis de vulgariser ce que j'avais dans ma tête pour donner des conseils aux amateurs. Et ensuite, autre chose, Caroline, à chaque fois que tu dis toi, Amaz, tu peux inclure Joris parce que Joris, il s'est entraîné encore plus dur que moi, il a fait encore plus de kilomètres que moi, donc il est peut-être même encore plus expert que moi. Voilà, tu peux le dire. Ok, ok. Mais du coup, Amaz, vous avez travaillé ensemble après ta carrière, c'est-à-dire quand tu avais un peu arrêté la partie vraiment natation de haut niveau et que tu voulais donner un contenu un peu pédagogique et instruire un peu les gens. Donc c'est vrai que, est-ce que tu penses, là je te pose la question à toi, hein, que tu aurais pu faire la même chose, mais en étant sportif de haut niveau en carrière? Parce que quand c'est déjà lancé, c'est un peu facile, mais le lancer, se prendre la tête et savoir, enfin se dire que ça va marcher, c'est compliqué aussi, tu vois, en carrière, de se dire je vais me lancer Ouais. dans ça. Il y a deux trucs. Moi, j'ai compris assez tôt quand même, tu vois, qu'il fallait faire du contenu. J'ai pas posté du contenu en 2020, comme j'avais dit dans l'épisode d'avant, mais j'avais quand même
senti, tu vois, que je voulais partager ces choses-là. Je t'avais également sollicité, Joris, tu vois, pour des photos, puis pour des contenus aussi. C'était vraiment quelque chose, tu vois, que je m'étais dit, ah tiens, il faut quand même, tu vois, poster un petit peu, etc. Maintenant, comme j'ai fait sur les derniers mois, tout seul comme ça, là, non. Parce que je pense que ça dépend aussi de toi, qui tu es, de ta facilité à te détacher du regard des autres. Moi, je sais que j'étais très préoccupé par ça. Tu vois, juste de poster une photo, je me disais, merde, qu'est-ce que Gut va me dire quand je vais arriver à la piscine, tu vois. Donc, ce genre de choses-là, j'étais pas très détaché, pas très courageux surtout. Donc, voilà, je pense que tu as cette variabilité individuelle. Et puis après, tu as aussi la capacité à être créatif, à raconter des histoires, tu vois. Et c'est en ça où s'entourer de personnes dont c'est la zone de génie, parce que franchement, sur ça, Caroline, elle est extraordinaire et je la recommande à tous les athlètes ou toutes les personnes qui veulent promouvoir quelque chose, fait sens, tu vois. Très bien. Et du coup, en termes, vraiment, on va rentrer un peu plus dans le dur. Quelle stratégie on met en place, par exemple avec Amazière, ou même avec un Amazière qui nagerait encore, pour véritablement faire en sorte que son compte Instagram, il pop et qu'il soit bankable? On fait quoi? On fait on est sur quel réseau déjà? On est sur TikTok, on est Ouais. sur Instagram. Direct OnlyFans, direct, ça paye direct. Non, non, mais on est sur quel réseau? On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur les deux, on fait des photos, on fait des vidéos. En fait, quelle est la stratégie par rapport à ça? Moi, je pense que déjà, ça dépend l'intensité qu'on a envie de mettre dedans. Si on dit, voilà, moi je veux commencer, etc., à faire des trucs, je veux tester, etc. Je pense que c'est bien de commencer sur Instagram. C'est cool, c'est assez intéressant. L'algorithme, il est assez intéressant. Et maintenant, il faut choisir ce qu'on a envie de faire. Par exemple, Amaz, le point qu'il voulait aussi, enfin, démontrer, c'était son expertise dans la natation. Donc, c'était de l'apprentissage, donc slash des tutos. Donc là, bah, par exemple, ça va être des vidéos storytelling où lui va expliquer un mouvement précis, etc. Mais le plus important pour moi, c'était que des fois, il me disait, euh, on a, entre guillemets, oh bah on a déjà parlé du crawl. Ouais, mais en fait, le crawl, tu m'as expliqué le coude. Moi, je veux décortiquer le coude, la main, le retour dans l'eau, le machin. Tout ça, c'est des trucs, une vidéo d'une minute ne va pas tout expliquer. Donc, il y a ça aussi d'aller chercher. Et il y a des vidéos qu'on a faites qui ont vraiment très très bien marché. Par exemple, c'était la checklist pardon, du crawl. Bah, ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est rapide. C'est 5 points très importants. C'est dans une vidéo. Les personnes aussi peuvent le save. Ça, c'est important. C'est faire une vidéo un peu qui donne envie d'enregistrer la vidéo et de se dire bah, je vais retourner dessus quand je serai au bord de la piscine pour avoir quelques infos. Donc pour moi, le plus important, c'était ça. Et un truc aussi important, c'est que euh, pour les nageurs, en général, vous avez quand même, vous êtes trois quarts du temps dans l'eau. Souvent, en plus, vous avez des piscines qui sont fermées pour vous à des moments, etc. Donc, en fait, faites des images. Vous avez l'opportunité de faire des images. Vous avez l'opportunité. Moi, à côté, quand je voulais faire des contenus de natation, je devais demander au maître nageur de ma piscine de me filmer. Il faisait pas les plans que je voulais. Bah, c'est pas grave, c'est normal. On est dans la piscine avec tout le monde. Donc là, vous avez aussi un environnement qui est propice à parler de ça. Donc, c'est ne pas hésiter. Et surtout, le plus important, c'est de noter toutes les idées, dès qu'on a des idées, mais de n'importe quoi, des trucs, même un coach qui vous dit nanana, bah, en fait, si le coach il vous a dit ça, peut-être que vous pouvez le traduire pour nous, les personnes qui connaissent pas, enfin, où la natation, c'est pas forcément notre truc. Je pense que aujourd'hui, un truc très important, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux. À Maz, quand on a commencé son contenu natation, il y a 200 gars qui font du contenu natation. Mais c'est pas très grave, on va expliquer des choses différemment, on va peut-être expliquer des mêmes choses mais sous un autre format, et c'est pas très très grave. Et un point qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai regardé évidemment dans les gens qui s'abonnaient à Amaz et tout, et j'ai vu des gars que j'avais vus avant quand j'avais fait un peu de veille graphique et tout, qui s'étaient abonnés, qui avaient kiffé, il y avait même des échanges. Donc ça veut dire que même, en tout cas dans la natation, le milieu était pas du tout fermé et que tout le monde était en mode ok, c'est trop cool quand on fait du contenu, on explique. Là, il y a une meuf qui fait qui est en train de pas mal marcher. La meuf, elle fait du plongeon de haut niveau. Elle est en train d'expliquer du plongeon. Sur le papier, il y a encore moins d'infos à expliquer parce que vraiment, elle est là, elle saute, c'est fini. Donc elle, son storytelling, il est ouf, tu vois. Genre, c'est pas genre juste, elle est là, elle saute et bah en fait, elle fait des vidéos qui sont trop intéressantes. Elle explique comment elle s'entraîne. Est-ce que machin, en compétition, elle saute à 25 mètres, mais est-ce qu'en entraînement, elle saute tout le temps à 25 mètres? C'est ouf de savoir ça. Et donc, je trouve que tout ce que vous pensez, même des fois, des trucs banals en mode oui, bah, c'est un truc qu'on me répète depuis que je suis à la baby natation. Bah ouais, mais nous,
si on n'a jamais nagé et qu'on veut juste apprendre à nager pour un triathlon ou quoi, bah, c'est intéressant pour nous, quoi. Donc, partagez-le. C'est vrai que nous, on a quand même ce truc, on vit entre nous, donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est banal dans notre microcosme, Ouais. mais quand on en sort, on voit à quel point ben, les gens, ils sont impressionnés. Enfin, encore aujourd'hui, il y a des gens que je croise à la piscine quasi tous les jours, et ils me disent, mais comment tu fais pour nager 6 km, 7 km, 8 km, etc. Enfin, alors que pour moi, c'était banal, et je faisais ça tous les jours, et c'était pas un truc extraordinaire. Mais oui, je comprends totalement ce truc de partager plus, parce qu'il y a des gens qui le vivent pas, même si autour de nous, c'est quelque chose de banal. Après, il y a aussi ce truc que tu as dit au début, c'était de s'entourer pour justement voir avoir un œil un peu plus ouvert et voir ce qui est banal, ce qui l'est moins, mais aussi en termes techniques. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour me filmer moi-même en natation, c'était compliqué. Déjà, de un, parce que les coachs, à la base, ils voulaient pas, même si aujourd'hui, ils sont de plus en plus ouverts et ils demandent même peut-être des fois à ce qu'on les filme et à ce qu'on les prenne en photo. Donc, ils sont ouverts là-dessus. Mais même en termes techniques, c'est difficile de se filmer soi-même, de penser au contenu soi-même, de faire un peu tout soi-même. Ça peut être un peu compliqué. Est-ce que, en termes de fréquence, il y a une obligation à poster du contenu plusieurs fois par semaine pour justement avoir des résultats, ou en fait on peut le faire chacun à son rythme et on aura les résultats quand même? En fait, ça dépend complètement. Il y a un mec, alors c'est une niche complètement différente, mais il y a un mec que je suis sur les réseaux là qui a pris en 3 mois 35 000 abonnés et lui il fait du contenu sur les vêtements. Il poste une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine. C'est vraiment et il fait tout le temps 50 000 vues, 70 000 vues parce que son sujet va être hyper impactant. Je pense que euh, les contenus de natation pure, c'est OK de ne pas poster tous les jours. C'est OK, surtout que de ne pas être redondant, etc. Mais maintenant, après, dans le workflow à utiliser, ce qui peut être intéressant, c'est que on poste pas tous les jours, mais on poste une vidéo sur Insta, la même vidéo sur TikTok, l'autre vidéo sur YouTube Short, des choses comme ça. En fait, il faut pas avoir peur de poser son contenu sur des multiplateformes parce qu'on va pas toucher les mêmes personnes. Sur TikTok, moi j'ai vu, il y a des vidéos qui ont marché normal sur Instagram et qui ont marché hyper bien sur TikTok. Mm. Et sur TikTok, par exemple, vous savez, on dit tout le temps sur TikTok, il faut poser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, dans mon contenu que je fais, oui, c'est intéressant que je poste tous les jours parce que je raconte ma life sur la communauté queer, etc. Donc, c'est pas des tutos, donc je poste tous les jours parce que quand j'ai des idées, je poste. Mais pour Amaz, bah, on s'en fiche. Genre, on postait une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, ça dépend. Et c'est pas pour autant que les vidéos marchaient moins. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et juste un point auquel j'ai pensé tout à l'heure, mais on peut raconter sur la natation, etc. Mais il y avait un truc que je disais tout le temps à Hamas, c'était en mode, mais mec, tu manges quoi? Genre, tu manges quoi? Genre, Ah, moi, t'as j'ai pas envie envie de de savoir, savoir. mais genre, qu'est-ce que tu manges? Et surtout, un point très très important, des retours par rapport à des compètes, etc. Par exemple, je Ouais. sais que vous avez la tête dedans, donc vous voulez changer entre vous, etc. Sauf que nous, on ne sait pas, et je sais très bien que 3 quarts des gens qui ont vu les JO, ils ont eu envie de savoir, genre, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu la piscine pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as su que tu étais qualifié, ou des choses comme ça. Des trucs dans la tête, c'est quoi le mindset? Toutes les vidéos aujourd'hui qui marchent sur le sport, il y en a beaucoup qui tournent sur YouTube, etc. Ce qu'on a envie d'entendre, c'est, ouais, qu'est-ce que tu as ressenti, je pense au trail, qu'est-ce que tu as ressenti au 140e kilomètre, qu'est-ce que tu t'es dit pour te motiver, etc. C'est ça aussi, parce que nous, athlètes débutants, très très débutants, très très débutants, bah en fait, des fois, on va les utiliser. Quand je discutais avec Amaz et qu'il me disait, bah ouais, à ce moment-là, je me suis dit ça, moi, pour mes runs, bah, j'ai réutilisé des trucs qu'il se disaient ou des trucs comme ça. Vous voyez, genre, enfin, nous, on Mm. va pas l'utiliser parce que c'est pas notre vie, le sport, mais c'est des conseils qu'on a envie d'avoir, quoi. Tu parlais tout à l'heure de workflow. Est-ce que aussi un athlète qui n'a pas forcément le temps, on peut lui conseiller de faire en sorte de regrouper les tournages, entre guillemets, en tout cas de faire sur un même temps, d'essayer de faire 10, 15, 20 vidéos qui sont peut-être sur un format court et de réutiliser peut-être aussi les mêmes images pour évoquer des choses différentes. Parce que je le voyais des fois à Mazir, il y avait Mm. une même image d'illustration qui était utilisée pour 4-5 vidéos qui parlaient à peu près du même sujet, mais c'est pas forcément que j'ai vu les 4-5 vidéos autres. Non, non, bien sûr. En vrai, même moi pour mon contenu ou quoi, si on a les idées, si par exemple on est dans le storytelling pur, on a les idées, on écrit les textes, le record de voix off, on en fait 15 en une journée, etc. Puis après le montage, il se fait, enfin c'est cool. Et même pour le montage, vraiment là, je le dis à toutes les personnes qui ont envie de créer du contenu, etc. Si votre but c'est
de ne pas travailler dans l'audiovisuel pur en termes de montage, etc., vous faites pas chier sur le montage des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. C'est trop bien, une vidéo qui est bien montée, c'est super. Mais en fait, des fois, le propos, il est plus important que le montage de la vidéo. Il y a des vidéos qui sont incroyablement bien montées, mais qui veulent rien dire. Et à l'inverse, des vidéos qui sont bof, bien montées, mais le mec est hyper intéressant et il va me capter directement. C'est comme les hooks. Les hooks, on en parle, il y en a plein, etc. Il y a des vidéos aujourd'hui qui font des millions de vues, il n'y a pas de hook. Mais parce que la manière juste où la personne va parler, bah, on sent que c'est naturel, on a envie de l'écouter, etc. Donc c'est ça aussi de... Je pense honnêtement, les tournages, c'est assez simple. Si vous êtes dans une piscine ou quoi, bah, vous faites plein de plans différents. Vous y pensez en mode, oui, je vais parler du crawl à tel moment, bon, bah, je vais faire un aller crawl, un aller papillon, si vous voulez parler du papillon, un aller crawl focus sur le bras, un aller jambe, etc. Ça prend 10 minutes, j'ai tous mes rushs, et ensuite, bah, je calerai comme il faut. Ok. Et sur ce point, je reviens à ce que un grand maître de la vidéo m'a dit une fois, audiovisuel, audio en avant. C'est vrai, Ok. hein. Petit sujet, juste, je voudrais qu'on parle de ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait créer du contenu? Tu vois, avec Joris, on parle souvent d'argent, notamment pour les athlètes. Qu'est-ce que un athlète a à y gagner à créer du contenu? Parce qu'en fait, en vérité, tu as juste du travail, de l'inconfort social au départ, tu vois. Mais qu'est-ce qui doit être le drive? Est-ce qu'il y a de réelles opportunités économiques pour un athlète ou est-ce que c'est du bullshit? Qu'est-ce que tu penses de ça? Joris, est-ce que tu veux étayer mes propos sur la question? Ouais, pour préciser un peu la question, on le voit, hein, on a vendu OnlyFans comme étant un Eldorado pour plein de jeunes femmes et pas que, où est-ce qu'elles vont gagner énormément d'argent, on voit des gens qui gagnent des millions, etc. Mais la majeure partie des personnes qui sont sur ces plateformes gagnent à peine 200 euros. Donc c'est un peu le même, je fais le parallèle un peu avec les sportifs, on nous dit mettez-vous sur les réseaux, faites du contenu, etc. Il y en a très peu qui en vérité vont gagner énormément d'argent, à part d'arriver à 50, 60 000 abonnés, c'est là qu'on va commencer à faire des collaborations intéressantes qui seront rémunérées. Mais jusqu'à arriver à là, ça sera des petites collaborations, avec du gifting peut-être et encore, des codes promo moins 10% pour ta communauté, mais c'est pas forcément ce dont les athlètes ont besoin. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour un athlète de se mettre sur les réseaux sociaux? Bah, moi, je j'ai pas été du tout dans le parcours professionnel, donc je peux pas parler à ce niveau-là. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que l'athlète, il va se montrer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, évidemment, la perf sera toujours le point central. C'est-à-dire que si un athlète fait 0 perf, il pourra pas aller faire des grosses compétitions, etc. Donc évidemment, s'il a 200 000 abonnés sur Insta, mais qu'il fait 0 perf, bon, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, si il a un équilibre parfait entre la perf et ce qu'il montre, etc., bah en fait, je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus d'argent, d'avoir des contrats avec un peu plus de marques, etc., un peu plus de visibilité, parce que l'athlète, une fois qu'il sera associé à son sport, je repense à Sacha pardon, Zoya, bah lui là, il est en train d'un peu de donner un nouveau souffle aussi, enfin comment il parle de l'athlétisme, etc., et tout, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il commence à avoir des contrats qui sont plus intéressants pour lui, etc. Donc, je pense que si l'athlète il travaille son image correctement, exemple, alors non, c'est mauvais exemple, je vais pas parler de ça, mais en gros, je pense que l'argent, il ira chercher, ça va être beaucoup de travail au début pour augmenter sa visibilité, etc. Mais en fait, je crois que les marques, elles vont kiffer que la personne, elle se montre, que la personne, elle parle de son parcours, etc. Je sais que en trail, Mathieu Blanchard, oui, il a fait des perfs qui sont incroyables sur l'UTMB, etc. Mais à côté, il partage énormément. Il fait des side projects où il va faire 600 km dans le froid glacial, etc. Mais en fait, en partageant tout ça, il donne aussi son image de marque qui est intéressant. Et lui, il va chercher des collabs qui sont hyper intéressantes, qui sont rémunérées pour lui. Et il fait beaucoup plus d'argent par rapport à ça. Donc c'est là aussi où je pense honnêtement que si c'est bien géré et que l'athlète performe à côté, bah, c'est un tout qui est incroyable. Juste à mon échelle, moi, je suis loin d'avoir des millions d'abonnés, etc. Aujourd'hui, sur Instagram, j'ai 7600. Mais en janvier, je suis invitée à un événement avec une marque de chaussures très connue. Et pourquoi ils m'invitent moi? Ça n'a rien, c'est une release d'une paire. Pourquoi ils m'invitent moi? J'en ai pas la moindre idée, mais ils m'invitent. Alors oui, je gagne pas d'argent dessus, et je me montre auprès de la marque. Et si jamais, à un moment donné, je veux faire un partenariat avec eux, bah, je serai là, je dirais, bah ouais, j'étais à votre événement, etc. Donc ça ouvre aussi des opportunités, même pour être invité à des events, parler avec des gens du milieu, etc. C'est là où on va chercher les contacts. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la visibilité.
Donc du coup, en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément directement, c'est-à-dire que c'est pas tu te mets sur le réseau, tu vas gagner 3000 euros par mois directement, mais tu vas peut-être grossir, tu vas gagner en notoriété et en visibilité, donc tu vas être aussi un peu plus vu de par certains partenaires, donc ça t'ouvre des opportunités, c'est un peu un effet boule de neige. Et c'est aussi pour l'après, parce que d'aventure, tout ce que tu as gagné en faisant ça, Exactement. ben, tu vois, Amazir, par exemple, tu as gagné des abonnés en étant dans ta carrière, ça t'a permis aussi de partir de moins loin que si t'avais jamais rien fait et que d'un coup tu découvrais après le jeu, tu te dis bon ben c'est bon, je me lance. Ça te donne un point de départ un meilleur point de départ. Ouais, Mm. complet. Et tu vois, sur ce que tu dis, moi je pense que la perf c'est intéressant, mais je vais prendre mon exemple parce que moi j'ai commencé à être performant assez tard. Là où Joris avait été performant vraiment très, très tôt et tu as fait des équipes de France en étant très jeune. Moi je pense que j'aurais plus tendance à dire, bon, même si en vrai t'es pas non plus le numéro un dans ta catégorie d'âge, commence à créer du contenu. Si tu as le tempérament pour ça, si tu as le courage pour faire ça, franchement, commence à créer du contenu. Dans tous les cas, tu vas monter en compétences. Et puis, ça va peut-être piquer un mois, 2 mois, mais bon, après, voilà, les gens, ils vont oublier. Et toi, ça pourra que t'ouvrir. Je pense qu'à partir du moment où c'est du travail, où c'est bien fait, et où justement, il y a une vraie, tu vois, histoire, une vraie quête de propositions artistiques notamment aussi, tu vois. Faut pas, c'est une façon de s'exprimer aussi, tu vois, de ne pas être juste un bourrin qui fait des courses. Je pense que ça peut attirer que du bon. Donc s'il y a la performance qui s'ajoute à ça, bah écoute, génial. Mais je pense pas qu'il faille attendre d'être performant pour se dire, ah ouais, Non. tiens, je vais me mettre à faire du contenu. Non, non, et le storytelling de. Il y a des mecs là, par exemple, un exemple tout bête, mais il y a des petits gars qui sont en karting et qui veulent aller en F1. Et en fait, Ouais. la F1, ça coûte enfin, des millions d'euros. Et en fait, je vois les parents qui mettent les enfants sur les réseaux, qui essayent d'aller chercher des sponsors, parce que financer juste l'année de karting, c'est extrêmement cher. Mais là, c'est là où c'est malin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va casser un peu les barrières des milieux qui sont hyper fermés au niveau du prix d'entrée et puis comment le faire, et ben ça va aider. Et là, je pense à, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un athlète en natation, j'ai l'impression que, par exemple, quand on commence à vouloir un peu faire des trucs intéressants, il y a beaucoup de voyages parce que j'ai l'impression que les compétitions sont un peu éparpillées partout. Bah, peut-être qu'un athlète qui commence à avoir un petit peu d'abonnés, etc., il peut peut-être s'orienter, avoir des financements pour pouvoir aller à la compète, j'en sais rien, en Italie, enfin n'importe où, tu vois, mais juste aider pour le billet de l'avion ou des trucs comme ça. Tout ça, ça peut être Hmm. des choses qui peuvent être intéressantes si c'est bien créé, quoi. Blagnac, Carcassonne, Limoges, c'est vrai que pour les déplacements. Non, mais Non, après, mais on sait pas. ça ouvre aussi des opportunités. Par exemple, moi, si j'ai envie de faire un stage, ben, j'étais dépendant des financements de la fédération ou de mon club. Si j'arrive à m'autofinancer, en fait, je suis beaucoup plus libre et ça me donne aussi plus d'autonomie dans mon projet. Donc, c'est pas à négliger. Même si la natation, c'est un sport où est-ce qu'on est beaucoup financé quand on est à haut niveau. On gagne pas de l'argent, mais on n'en dépense pas non plus énormément, contrairement à d'autres sports, comme le tennis, où le tennis, c'est eux qui gagnent l'argent, mais c'est eux qui le dépensent pour se déplacer. Donc, c'est intéressant. On va pas Bah, parler que de la natation. par exemple, Arthur Cazot, qui fait du tennis et qui, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais qui a vraiment, qui est en train de développer ses réseaux. Le gars, il est sur pas mal de podcasts, etc. Il tourne en plus médiatiquement avec pas mal de médias, justement. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'Arthur, il est pas, pour l'instant, il n'est pas numéro un mondial au tennis. Mais bah, y a beaucoup de Français qui le connaissent. Il va ramener aussi des personnes à Roland-Garros, bah, il va ramener des personnes qui vont avoir envie d'aller le voir. Il va faire une compétition Hmm. à tel endroit et des personnes qui vont commencer à être un peu fans de lui, à vouloir aller le voir. Donc il va ramener quelque chose et son engouement autour de lui, bah, c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Et je pense vraiment que les réseaux, si on sait les manipuler et qu'on montre ce que les gens ont envie de voir, toujours en gardant son côté intime, etc. Mais bah, je pense vraiment que ça peut ouvrir des portes qui sont hyper intéressantes, quoi. Bon, vas-y, t'as une question, Joris? Je voulais demander un peu, c'est quoi les éléments à faire attention pour un sportif qui veut se lancer? Il faut faire attention à quoi quand il veut se lancer sur les réseaux? Des éléments factuels. Est-ce qu'il faut toujours avoir un très bon hook? Est-ce qu'il faut toujours avoir un bon cadrage? Est-ce qu'il faut toujours avoir une belle voix off? En fait, c'est quoi un peu les éléments qui sont facilitants et qui sont aussi intéressants à regarder et à mettre l'accent dessus dès le début? Je pense que une des choses par contre où il faut faire attention, c'est si le sportif est en contrat avec d'autres marques, etc. Ça, faut vraiment qu'il fasse gaffe sur les réseaux, de pas bah, se
ça pose pas de problème avec les marques avec qui il travaille, etc., des vidéos qu'il va faire. Mais sinon, dans la partie technique, filmer des choses qu'on peut pas filmer nous. Pour moi, c'est ça la grande différence. C'est que entre Amaz et moi, oui, Amaz est bien meilleur que moi en natation, mais sur le papier, en termes de vidéo pure, qu'est-ce qui va changer ma vidéo de sa vidéo? C'est que lui, il va pouvoir montrer les choses dans le détail. Moi, quand je montre que je nage le crawl, moi, je dis, ah super, j'ai nagé le crawl, j'ai fait le test du 400 mètres, je l'ai fait en temps de temps, etc. C'est trop cool. Moi, je vais apporter des images banales à la piscine qu'on a déjà vues. Amaz, il va apporter d'autres images. Il va apporter vraiment de la technique sur, tu vois, les images que je t'avais dit sous l'eau. C'est incroyable. T'as pris le temps et tout de les filmer. Même sur des retours de coach, c'est-à-dire le coach qui va te parler, qui va te dire des choses, s'il est d'accord d'être filmé, ça tu peux le mettre aussi en avant, des choses de motivation comme ça. En fait, montrez-nous ce que nous on peut pas vous montrer en fait. Ok. Les Je pense inédits. vraiment, ouais c'est ça, les inédits. Alors il faut pas être à la recherche constante de l'inédit, mais vous avez par exemple même le matos. Une fois on avait fait des vidéos avec Amaz sur Ah, un Decathlon, ouais. maillot, ouais, un décathlon, enfin genre Ah, le vous avez bien meilleur marché celle-là. bonnet de bain et tout. Et je lui dis, ah ça c'est un beau bonnet de bain. Il me dit, ça c'est de la merde, ça pue la merde. Moi je lui dis, bah mec, pourquoi tu m'en as pas parlé? Genre montre-moi ce que tu as utilisé pour les JO, montre-moi ce que tu as utilisé pour tes compètes, etc. C'est ça que j'ai envie de voir. Moi j'ai envie de voir qu'est-ce que toi tu utilises, tu vois. Les choses qui intéressent le plus, moi je le vois aujourd'hui, dans les podcasts que j'écoute sur les trailers ou même les runners et tout, la première chose que les gens me posent, c'est tu cours avec quoi? Dis-moi, tu cours avec quoi? Tu cours avec quel short? Tu cours avec quels écouteurs? Dis-moi tout, tu vois. C'est ça. Montrez-nous ce qu'on n'a pas, nous, et qu'on connaît pas. Tu parles de montrer depuis tout à l'heure. Moi, ma question, c'est comment on sait et surtout à partir de quand on est légitime à poster du contenu. Moi, je pose du contenu. Donc, En fait, toi, t'es quelqu'un. non, mais moi, mon parcours, enfin, j'ai fait du sport toute ma vie jusque au lycée où j'ai arrêté. Ensuite, enfin, des problèmes familiaux, etc. et plein d'autres choses. J'ai pris beaucoup de poids. Ensuite, je faisais 2 km, enfin 2 km 60 en 18 minutes. Ce qui est pas nul, mais bon, c'était le max et j'étais au bout en termes de souffle. Donc, j'étais pas une meuf à ce moment-là sportive. Et après, j'ai perdu du poids toute seule, mais j'ai regardé beaucoup de choses, je me suis informée, j'ai essayé de faire les choses bien, j'ai pas perdu du poids d'un coup, j'ai pris du temps, etc. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de légitime pour parler de perte de poids? Pas du tout, je suis pas nutritionniste, j'ai pas du tout les informations. Le seul truc que je fais, c'est que je fais attention à ce que je dis, parce que maintenant que j'ai un peu plus une grosse audience, je vais pas dire, bon, écoutez, pour perdre du poids, vous mangez pas pendant 3 jours et c'est nickel. Pas du tout, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Mais par exemple, là, pour le triathlon, j'ai donné des conseils en natation en disant, moi, quand j'ai commencé à nager, j'avais peur dans l'eau. J'avais peur de mal nager et tout. J'ai commencé avec un pool boy. C'est ce qui m'a aidé. Mais je dis bien que c'est moi ce qui m'a aidé. Et je viens pas d'un ton moralisateur en mode vous devez commencer comme ça. Non, parce que moi, je suis pas l'experte. Mais si moi, je peux donner Pas des comme conseils, Joris. si moi, je peux donner des conseils, je mets des gros guillemets, hein. On n'est pas sur des conseils, je veux dire, je donne pas des conseils d'alimentation, par exemple, ça peut être dangereux, ou des conseils en mode, quand vous allez à la piscine, faites vraiment 4 km et tout. Si mes conseils, ils n'ont pas, ils peuvent pas jouer sur la santé des personnes, etc., tout le monde est légitime de parler de son expérience, etc. Je parle de mon expérience. Si des gens ont l'impression que ça résonne en eux, et on échange avec eux, etc. Mais si moi je suis légitime, Joris est légitime, Amaz est légitime, et tout le monde est légitime d'en parler. C'est hyper intéressant. Moi, je vois de plus en plus de personnes qui, même à des niveaux. C'est vrai que quand j'étais nageur, hein, ça me paraissait quand même assez bizarre que des gens qui ont un niveau de National 2 ou des gens qui sont au niveau régional, voire départemental, se mettaient sur les réseaux sociaux et parlaient de leur expérience et de leur temps, etc. Parce que moi, j'étais vraiment dans cette recherche-là, dans cette quête de performance vraiment de très haut niveau. On parle de voilà, médaillé aux Jeux Olympiques, voilà, avoir un Fabien Gillot, avoir un Alain Bernard qui me parle, pour moi, c'était ces personnes-là qui étaient légitimes. En fait, j'ai aussi compris que chacun a sa légitimité et chacun raconte aussi son parcours et tout le monde a l'opportunité et tout le monde a le droit de parler de ce qu'il vit et comme il le vit. Attention, par contre, de ne pas s'inventer des vies. Ça, c'est une autre chose. De ne pas inventer que tu es l'un des meilleurs nageurs du monde alors que tu n'arrives pas à te qualifier au championnat de France N1 et voilà, enfin, c'est juste ça. Moi, là où je trouve ça intéressant, c'est que, par exemple, pour toi et Amaz,
mes vidéos de natation, vous n'êtes pas la cible. Parce que quand je dis que je travaille avec un pool boy et que comment on passe de 2 minutes 30 à 2 minutes 15 sur le 100 mètres, on est tous d'accord que même si vous le vouliez, vous pouvez pas faire ce temps-là, concrètement. Donc en fait, vous n'êtes pas ma cible, mais ma cible, ça va être des personnes qui font 2,40 au 100 mètres, même 3 minutes, qui ont peur de nager le crawl. Mais imaginez juste que ces personnes-là, elles tombent sur vos vidéos et vous dites, tu vois, Amas, t'avais fait une vidéo, t'avais dit, comment passer d'une 30 à une 15. Et la meuf qui fait 2,45 et qui tombe sur ta vidéo, elle va dire, c'est de la science-fiction. Hein. Mais il est fou, il est fou. Alors, vous voyez la différence. Et du coup, pour moi, il y a vraiment des paliers où en mode, moi, ma cible, ça va être des gens qui sont débutants, parce que je suis débutante, mais large. Le triathlon, je l'ai fini. Oui, le triathlon M, je l'ai fini. Mais c'est un temps, le gars, le premier du triathlon, il met plus d'1 heure et demie dans la tête, tu vois. Et c'est normal. Mais ça veut dire que moi, je vais parler de mon parcours, qui va être suivi par des gens qui sont un peu moins. Mais au-dessus de moi, il va y avoir des personnes un peu meilleures, etc., etc. Et vous, votre cible, quand Hamad il parle quand il aide des personnes sur l'Ironman ou quoi, c'est des gens qui ont besoin de chercher la perf, qui se disent ok, moi mon Ironman, je veux optimiser tout, donc je vais passer d'une 30 à une 15. Ils vont pas du tout suivre mes vidéos, ils vont suivre ces vidéos. Et donc à chaque fois, on a besoin de quelqu'un d'au-dessus pour apprendre un peu plus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi ça la magie des réseaux, c'est que tout le monde va pouvoir. Évidemment, il faut avoir un recul, comme tu as dit. Tout le monde n'a pas la sainte parole, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Il ne faut pas tester des choses tout seul et se mettre en danger. Mais le plus important, c'est que si on trouve quelqu'un qui nous intéresse, qui fait des choses qui peuvent nous intéresser, pourquoi pas regarder avec un regard critique, mais se dire, voilà, je peux peut-être apprendre aussi, quoi. Excellent, j'aurais pas dit mieux. Vous retrouverez pour candidater au programme de coaching de Caroline. Ce sera le premier lien dans la description. Exactement. Voilà, si vous êtes bloqué entre 3 minutes et 2 minutes 30, candidatez, c'est la personne qu'il vous faut. Elle est passée par là. Bien sûr. Moi, je commence le 50 mètres. Genre, je ne fais pas 50 mètres. Je commence la natation. Ton histoire, elle est folle. Ton histoire, elle est folle. Je ne fais pas 50 mètres. Donc, en fait, je trouve que je suis légitime d'en parler, quoi. Mais moi, je rajoute un truc sur la légitimité. C'est vrai que moi, par exemple, je ne pourrais pas donner les bons conseils à quelqu'un qui est dans cette situation. Parce qu'en fait, je l'ai tellement pas connu ou peu connu que ça me paraît très difficile. Et je prends un exemple récent. J'ai un pote qui est triathlète qui sait pas faire de culbute. Donc du coup, j'ai essayé de lui apprendre à faire la culbute. Je suis sûr que j'ai pas été le meilleur des profs. Parce que pour moi, la culbute, c'est tellement facile et c'est tellement logique et c'est tellement quelque chose de simple que je peux pas me mettre à sa place véritablement, à savoir qu'est-ce qui le bloque, comment ça le bloque. Donc je passe beaucoup plus de temps, alors même que je suis beaucoup plus expert sur la chose, mais comme je l'ai pas connu ce blocage-là, en fait, je peux pas forcément l'aider comme quelqu'un qui est passé par là récemment. Pour ton pote Joris, excellent tuto de Anna Santamans, allez regarder sur Instagram, ou également une vidéo de 3-4 minutes sur ma chaîne YouTube, voilà, autopromotion. On mettra l'affiche sur le côté. Nickel. Ok, donc Caro, Joris, est-ce que tu as d'autres questions ou moi je voudrais entrer sur du pratico pour un jeune nageur, qu'est-ce qu'il doit faire à partir de demain? J'y allais, donc vas-y. Ok, Caro, on est samedi 27 décembre. Le 5 janvier, ok, c'est le retour en club pour tous les athlètes. Ça y est, je me suis chauffé, ce podcast m'a motivé, je veux créer du contenu. Par quoi je commence? Pour moi, c'est d'abord savoir qu'est-ce que tu vas raconter. Est-ce que tu racontes ta vie, c'est-à-dire tu montres un peu l'envers du décor de la nage de haut niveau, etc. Ou est-ce que tu vas faire des tutos? Déjà, ça, c'est la première base. Est-ce que tu veux expliquer la natation? Une fois, tu peux faire les deux, mais au début, juste focalise-toi sur un truc pour essayer et tester des choses. Attends, je te coupe, mais pour connaître un peu le public, je pense vraiment que c'est des gens qui veulent plus raconter leur vie que de faire un tuto pédagogique. Donc prenons l'exemple peut-être de quelqu'un qui veut raconter sa vie, son quotidien, ça sera peut-être plus simple. Pour moi, la première chose, c'est le plus important, c'est trouve-toi une application, note, notion, ce que tu veux dans ton téléphone, parce que 3/4 de mes idées, elles viennent à des moments où je suis pas devant mon ordinateur. Donc, tu notes toutes tes idées, n'importe quoi, dès que tu as une idée, tu la notes. Et surtout, le truc moi, ça m'est arrivé plein de fois avant de dormir d'avoir des idées, de me dire, vas-y, je l'écrirai demain matin. Elle est partie et je n'ai pas la moindre idée. Donc, note toutes tes idées, etc. Fais peut-être même un peu de veille. Comment racontent les gens, enfin, comment les gens, ils racontent leur vie, etc. Et ensuite, on a tous quand même des iPhones très cool. Investis pas tout de suite dans des iPhones de zinzin ou même la caméra Osmo Pocket ou des trucs comme ça. Investis pas tout de suite dans ça. Peut-être un micro. En vrai, moi, j'ai
j'ai les DJI, les mics, ils sont tout petits. C'est 72 balles la boîte avec 2 micros. T'as investi dans ça si t'as envie. Si t'as pas encore les moyens, investis pas tout de suite. Il y a des micros qui sont cool avec les écouteurs ou quoi. Et puis ensuite, juste raconte ta vie, essaye de savoir si tu veux faire plus ou quand tu parles tout le temps, c'est-à-dire genre salut, aujourd'hui on va faire nanana, ou si tu veux tout faire en voix off et c'est juste des vidéos que tu montres, etc. Mais essaye de raconter ce que tu fais dans ta journée, montre un peu tes entraînements, etc. Et tu testes en fait. Si tel format ça marche pas très très bien, ou si par exemple il y a des gens qui te mettent en retour, ouais c'est cool mais montre plus ça, etc. Bah écoute un peu les coms aussi qu'il y a et adapte-toi à ce que toi t'as envie de raconter. Mais le truc le plus important c'est que ça c'est un truc qui est vraiment hyper important, mais il y a des gens qui pètent. Amaz, il a pété en 3-4 mois. Il y a des gens qui pètent pas et où ça va mettre enfin, ça va mettre vraiment longtemps. Mais c'est juste, faut être patient, il faut poster, mais aussi, il faut pas, pour moi, s'enfermer. Des fois, il y a des formats, c'est peut-être pas comme ça que tu es le meilleur pour raconter. Donc peut-être teste autre chose, teste de le raconter autrement, teste un rythme, etc. Mais il faut que tu restes un minimum toi-même sur ce que tu racontes, etc. Et que tu travailles aussi sur comment tu as envie de raconter les choses et quelle posture tu as envie d'avoir là-dessus. Et à ce moment-là, tu lances, tu vois. Moi, je sais que j'ai un pote aujourd'hui qui a envie de te parler de ses projets. Il veut lier la médecine et ses projets sportifs, etc. C'est compliqué, mais je lui ai dit, bah, va au plus simple. Genre, juste raconte comment tu te sens quand tu es en médecine, raconte comment c'est dur de continuer le sport quand tu as de la médecine à côté et que ça te prend tout ton temps. En fait, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher énormément, quoi. Je pense que le plus important, comme tu as dit, c'est un peu le travail de pré-production pour être un peu schématique. C'est ce travail d'écrire et de penser. Moi, il y a plein d'idées que j'ai quand je nage, par exemple, et ben, c'est difficile de les noter. Mais après, je suis quand même un peu dégoûté parce que ben, je sais que des fois, c'était les meilleures idées parce que justement, je suis en train de faire la chose. Donc, noter les idées, ne pas avoir peur aussi de faire un peu de veille et de prendre les idées des autres. Parfois, c'est en copiant qu'on y arrive aussi, hein, parce que ça nous permet aussi de voir que ça marche pour les autres et donc, du coup, de l'adapter à nous et de pas hésiter avec une même idée de l'adapter sur différents formats. Tout à l'heure, tu le disais, est-ce que c'est en voix off, est-ce qu'il faut que je le raconte en vrai? Mais en fait, peut-être fais les deux et voilà celui qui marche le plus, celui avec lequel tu es le plus à l'aise. Et en plus, maintenant sur Instagram, on a les Reels d'essai qui sont vraiment super bien parce que ça te permet de pas forcément avoir ce mur de ma communauté, qu'est-ce qu'elle va en dire. Donc voilà, et puis après, noter plein d'idées et les réaliser. Et il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher, c'est pas grave. Surtout filmer. Il y avait des trucs. Moi, il y a des moments où j'ai filmé, où je sais pas, j'allais courir, etc. Bon, bah, je filme. J'ai pas d'idée de ce que je vais faire avec cette vidéo, mais je filme. Et après, j'ai une idée de ouf et je sais que ça va être un plan intéressant, etc. Aujourd'hui, dans certaines vidéos que j'ai, il y a des plans que je réutilise de 2024. Alors oui, j'ai pas du tout la même tête, mais c'est pas grave parce que ça veut dire quelque chose d'autre. Donc, plus tu filmes, plus tu as du contenu, plus tu as du contenu, plus tu as des choses à raconter, etc. Et surtout, un point important, c'est de euh, avant que je commence la création de contenu, j'en faisais, mais j'avais l'impression que c'était toujours énormément de travail d'en faire, alors qu'en fait, c'est comme un entraînement, même cérébral. Les premiers, ils vont être longs. Les premiers, ils vont être longs. Tu vas mettre 2 heures à faire le montage, tu vas te casser la tête, tu seras pas content, etc. Ça va être long au début, et ensuite, moi aujourd'hui, en 15 minutes, la vidéo, elle est pliée. Genre, elle est pliée, voix off, les sous-titres, etc., le montage, tout est plié, mais parce que dans ma tête, c'est rodé. Je sais exactement les tons, etc. Mais c'est normal, je me suis entraînée. Aujourd'hui, là, cette année, on est donc le 27 décembre 2025. Ça fait officiellement 1 an et 3 mois que je poste quasiment tous les jours. Ça veut dire que en 2024, j'ai compté TikTok et Instagram, c'est 1400 vidéos qui ont été faites. 1400 vidéos en tout. Pas pour autant que j'ai percé, hein, d'ailleurs. Ça montre aussi que c'est peut-être pas les meilleures techniques. Mais c'est 1400 vidéos, mais c'est des entraînements. C'est des entraînements de ouf. Non, c'est pas grave, tu t'entraînes, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Sur ça, Caro, vraiment, t'es trop forte. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire du contenu, genre un story télé, ça me prenait entre 1 heure et 1 heure et demie, genre tout. Oh, l'enfer! Et par contre, comme ce que tu as dit juste avant, mais qu'est-ce que j'étais content d'avoir commencé YouTube et d'avoir 1 milliard de rush vidéo de quand j'étais en stage, tu vois, à Tenerife. Genre vraiment, tu sais, quand c'était la grind, tu vois, que j'avais peur et de ça, et je savais pas si ça allait marcher et de ça. Donc non, franchement, sur ça, tu as complètement raison. Faut filmer tout ce qu'on peut, tout le temps, bien évidemment. Tu vois, à un moment donné, je reparle de la série de vidéos à Decathlon, mais on se voit avec Amaz et tout, on se voit à partir de midi, je crois. On se dit, ouais, on veut faire des vidéos ensemble, etc. Et il y avait ce truc de Decathlon où je voulais qu'on parle vraiment
montrer aux débutants où tu peux acheter ton matos et des trucs cool et ce qu'il faut pas acheter. On s'est retrouvé à Decathlon. À Decathlon, on a fait une vidéo YouTube, 3 Reels Insta qui ont tourné en 3 TikTok finalement. Il y a des TikTok, ils sont à plus de 120 000 vues sur ceux-là. Et sur Insta, ça a aussi bien marché. Et on a fait après une vidéo un peu plus interview, etc. On a terminé à 15 heures. Donc c'est 3 heures. 3 heures, on n'était pas essoufflé, hein. C'est-à-dire juste on a discuté, etc. C'était très chill, on avait le temps de bien rigoler et tout. Mais juste, on a fait ça et après on est ressorti. J'ai dit à Mad, mec, genre là, on a de quoi. Genre en 3 heures, on était créativement stimulés. On a tourné plein de vidéos, elles étaient trop bien et elles étaient pas. Quand on les voit, on n'a pas l'impression on tourne, on tourne, on tourne. Non, elles sont cool, elles sont très chill et parce qu'on était dans le mood, quoi. Et aussi, je pense que peut-être à une époque, c'était aussi beaucoup qualitatif. Il y a cette demande de qualité et que si je me mets sur les réseaux ou si je vends mon image, il faut absolument que ce soit qualitatif. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce qui passe en premier lieu, c'est pas forcément la qualité, mais c'est ce que tu racontes à l'intérieur et le message qui est véhiculé. Donc, faut pas non plus. C'est un petit message pour les gens qui veulent se lancer. Si votre vidéo, elle paraît pas cinéma et que c'est pas un truc qui est forcément extraordinaire du niveau technique, mais en fait, c'est pas forcément grave si vous racontez quelque Non, chose et puis d'intéressant. même pour le montage, moi, il y a un truc, moi, je viens de tout ce qui est. Moi, de base, je suis designer graphique. Donc, moi, la suite Adobe, je la connais par cœur. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects. Je connais tout. Toutes mes 3/4 des vidéos que j'ai fait dans ma vie, je les ai montées sur Premiere Pro. Les vidéos d'Instagram, je les monte pas sur Premiere Pro. C'est une perte de temps. AirDrop tous mes contenus sur le Premiere Pro, faire un montage sur Premiere Pro, retourner. Non, en vrai, je monte sur CapCut. Et c'est horrible parce que CapCut, avant, j'avais une vision en mode, ouais, CapCut, faut pas que je monte dessus parce que meuf, t'es une designeuse, t'as interdiction d'utiliser CapCut. Je m'en fiche. CapCut, en plus j'ai la version pro. CapCut, c'est parfait pour tout ce que j'ai besoin de faire, etc. Mes rushs, ils sont dans mon téléphone. Je monte quand je suis dans le train, je monte quand je suis dans le métro. J'ai mon petit casque, ma vidéo elle est cool. Je monte ma petite vidéo, je mets mes sous-titres comme j'ai envie de mettre mes sous-titres parce que j'ai fait des pré-réglages, etc. Ma vidéo elle est exportée en 15 minutes et il y a des vidéos qui sont bien, des vidéos qui sont moins bien, c'est ok. Mais avec des belles images, etc. Quand Amaz il m'envoyait des belles images et tout, j'étais trop contente. Je mettais ça, hop, 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 je mettais sa voix off, ses sous-titres, je regardais qu'est-ce qui était cool et tout. La vidéo elle est montée, elle est trop bien et voilà quoi. Moi, ce que j'entends, c'est en fait enlever tous les freins, tu vois, ne pas avoir besoin d'un ordinateur, ne pas avoir besoin d'un logiciel de payant, Complet. etc. Enlever les freins et aller au plus simple pour que ça prenne aussi moins de temps et moins d'énergie. C'est ça. Si ton but, moi, c'est le plus important. Il y a des gens qui font du montage sur Instagram, leur but, c'est de montrer qu'ils sont très forts créativement dans la manière de monter des vidéos, etc. Eux, ils vont pas monter sur CapCut, ou du moins, ils vont être sur Premiere Pro, sur DaVinci Resolve ou des choses comme ça. Ils vont faire une bonne colorimétrie. Eux, parce que c'est leur métier, ils sont directeurs artistiques, ils ont besoin de montrer ça. Toi, t'es nageur. Je m'en fous explique-moi juste ce que tu fais, etc. Et c'est tout, quoi. Excellent. Parfait. Joris, est-ce que tu as d'autres questions? Non, moi je fais le tour, hein, je crois bien. Caro, est-ce que sur la création de contenu, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, non, en vrai, juste poster. Le plus important, c'est d'essayer, etc. Et si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Il y aura d'autres moyens de le faire et tout. Mais c'est trop intéressant d'apprendre tout ça. Et il y a trop de choses à aller chercher. Moi, j'ai eu des opportunités. Dites-vous, j'ai 7 600 abonnés sur Instagram, ce qui est très peu hein, par rapport à tout ce qui existe. Mais j'ai déjà des opportunités de fous qui sont trop cool. Je suis invitée à des avant-premières de films. Je suis invitée à des événements de release de paires de chaussures, etc. C'est Dans trop des cool. magazines aussi. Ouais, c'est ça. J'ai 7000 abonnés, c'est que dalle, mais c'est trop bien. Donc je me dis, si à 7000 j'ai ça, je continue, je m'acharne un petit peu et peut-être qu'il y aura des trucs qui seront encore plus intéressants après. Donc c'est trop cool, quoi. Excellent. Et pour terminer, mon père m'a dit un truc, il m'a dit sois toi-même, les autres sont déjà pris. Voilà. C'est beau. Belle phrase. Ok. Caroline, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes réseaux? Dis-nous tout. En vrai, sur Instagram. Instagram, c'est là où ça se passe le plus souvent. Donc Caroline Cam Clé. Et en vrai, c'est tout, hein. Là, je vais poster dans pas mal de temps, enfin sûrement début janvier, une vidéo où je vais annoncer mes objectifs parce que le triathlon M, c'était drôle. Mais là, Ouh là là. Step on va up. passer un peu plus au sérieux. Déjà, peut-être essayer de faire un meilleur temps au triathlon M, parce qu'en vrai, bon, c'est cool, je l'ai fini, mais voilà, on va essayer d'aller chercher un meilleur temps. Mais le but, en vrai, c'est de battre encore plus de défis, etc. Et c'est des défis qui,
moi, c'est le truc le plus important, c'est que mon défi de cette année, par exemple, c'était de passer sous les 1 heure aux 10 kilomètres. Il y a plein de gens qui le font. Et en tant que tel, pardon, c'est pas une perte de ouf, mais c'est juste que ça fait partie de mon histoire et de ce que je raconte. Donc pour moi, c'était important. Et il y a plein de gens, si leur perf, c'est de faire moins d'1 h 15 ou 10 kilomètres, s'en fout. Ils ont d'autres choses. Enfin, ils ont envie de raconter ça, ils le racontent, quoi. Donc voilà. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans comment tu véhicules ton message, c'est que justement, il n'y a pas besoin d'être top 3, top 2 français, Europe ou je sais pas quoi. Genre vraiment, je trouve que ton approche avec la simplicité, tu vois, des mots, des histoires que tu racontes, du montage, ça rend possible, tu vois, l'expression, tu vois, de personnes qui sont pas forcément très très fortes. Tu vois, comme ce que disait tout à l'heure Joris, où lui, il voulait écouter que des grosses figures d'autorité. Bah ça, c'était peut-être vrai avant, mais maintenant, ça l'est plus et les cartes sont redistribuées avec les réseaux De sociaux. ouf, de ouf. Voilà. On s'arrête là? Bah, je crois, hein. Franchement, merci. Merci pour cet épisode. C'était Merci, super merci beaucoup, intéressant. Caro. Ça change aussi du côté purement que sportif, etc. Je pense qu'on donne aussi d'autres pistes, d'autres cartes sur ce podcast. Donc, non, c'est cool. Merci beaucoup. Et puis, je laisse Amazir clôturer l'épisode qu'il a rondement mené. Non, bah franchement, Caro, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Joris, merci beaucoup pour hoster tout ça et le montage. Caroline, si jamais certains athlètes voilà, veulent te solliciter pour du storytelling ou du consulting, on mettra tes réseaux en description. Donc voilà, c'est tout. Merci à vous deux. Trop bien. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À Bye. bientôt.